On l'attendait avec beaucoup d'intérêt, une certaine impatience, il faut le dire, ici sur France 24. Les vœux d'Emmanuel Macron au corps diplomatique. Quelles vont être les grandes lignes de la diplomatie française sur les prochains mois? Ce qui fera sans doute beaucoup aussi à l'actualité internationale. Eh bien, on va en parler dans ce débat de France 24. Bienvenue à vous et bienvenue autour de cette table à Isabelle Lasserre, reporter diplomatique au Figaro. Bienvenue également à Caroline Galacteros, géopolitologue, dirigeante de la société de conseil Planeting. Merci également à Serge Mikhailov d'être avec nous. Bonjour, merci également pour cet ouvrage. Vous êtes chercheur associé à l'ERIS et auteur d'Africanistan, c'est paru chez Fayard. Et puis Denis Bochart, conseiller Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez été également ambassadeur en Jordanie. On a vu Emmanuel Macron exposer assez longuement, il faut le dire aujourd'hui, les grandes lignes de sa politique diplomatique. Caroline Galacteros, il a livré à la fois ses priorités. Je les résume rapidement: sécurité, indépendance, solidarité, influence et une méthode à la fois dialogue et fermeté dans nos engagements. Avant d'aller peut-être dans le détail, une impression globale, je le vois à votre visage, vous n'avez pas été complètement emballé, ou en tout cas c'était plutôt classique, non? C'est hyper classique, mais c'est plutôt complet, il y a pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement le passage des paroles aux actes, donc je crois que voilà, fermeté, intelligence, dialogue, pragmatisme. Voilà, donc il va falloir maintenant être très cohérent dans la mise en œuvre, notamment sur des dossiers évidents, dont il a d'ailleurs parlé, sur lesquels il a insisté, notamment la Syrie, ce qui va advenir. Là, déjà, on sent ça va être plus compliqué. Pragmatisme, voilà. Isabelle Lasserre, notamment sur des questions comme celle des droits de l'homme, aussi de l'ingérence, qui a pu être parfois la politique ou la volonté en tout cas exprimée par la France dans le passé. De ce point de vue-là, est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs ou marque plutôt une rupture ? Les deux à la fois. On parle de rupture en Syrie alors que, en fait, la politique étrangère de la France n'est qu'une inflexion par rapport aux prédécesseurs, François Hollande et Laurent Fabius, parce que la rupture, en fait, avait déjà été consommée. Elle date d'après les attentats en 2015. À partir de ce moment-là, on s'aperçoit que la politique étrangère de la France en Syrie ne marche pas et qu'il faut l'adapter à la réalité. Elle est un petit peu poussée plus loin avec Emmanuel Macron. Mais en fait, c'est une continuité. La rupture, on la voit, le changement, on le voit essentiellement pour l'instant dans la méthode et dans la manière. Effectivement, le mot pragmatisme est très important parce que je pense que c'est en fait vraiment une des marques les plus nettes de la politique étrangère d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il n'y a plus d'idéologie, il y a un pragmatisme, il y a une volonté de s'adapter aux situations qui fait que, on reparle avec l'Iran, on prend acte du fait que, pour l'instant, le régime de Bachar el-Assad a été sauvé. On prend une certaine distance vis-à-vis des droits de l'homme, mais attention, pas complètement, parce que si une politique étrangère de la France ne peut pas être basée uniquement sur les droits d'homme, en faire complètement abstraction mènerait sans doute aussi dans le mur. Et c'est la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Syrie. Le pragmatisme, ça suffit à définir une politique, Serge Mikhailov ? Écoutez, moi, ce qui me frappe quand même, c'est le fait que Emmanuel Macron s'est placé sur le plan de la politique africaine sur des bases totalement différentes en disant qu'il n'y a plus de politique africaine, ce qui est assez logique dans la mesure où il y a une telle diversité, de telles différences entre les différents pays africains qu'on peut imaginer effectivement qu'il y ait besoin de politiques différentes pour des situations extrêmement différentes. Il constate l'évidence, est-ce qu'il définit un cadre pour la politique future ? Alors, disons qu'il le définit plus ou moins dans la mesure où il y a quand même un problème sur les bras, qui est la situation au Sahel, qui est quand même extrêmement préoccupante et dont il hérite. Alors, elle est préoccupante à la fois sur le moyen terme, parce qu'on voit que ces pays sont dans des situations extrêmement difficiles, mais elle est également préoccupante sur le court terme dans un pays comme le Mali, où il y a beaucoup d'éléments qui lui échappent totalement, si vous voulez. On a un effondrement de l'appareil d'État au Mali, qui fait que effectivement les différents groupes insurgés sont en train de généraliser l'insurrection. Et vis-à-vis de cela, si vous voulez, il manque un sursaut du gouvernement malien, des élites politiques maliennes, pour reprendre un peu les choses en main. Or ça, ce sursaut, on ne le sent pas.
Et on peut peut-être l'espérer après les prochaines élections présidentielles de juillet 2018. Mais pour l'instant, on est un peu dans une impasse, dans la mesure où les questions militaires ne règlent pas tout. Illustration en tout cas de la volonté d'Emmanuel Macron, peut-être d'aborder les problèmes de manière un peu différente de celle de ses prédécesseurs, sur la manière notamment d'envisager la suite des événements en Irak et en Syrie. Écoutez. L'histoire récente nous a appris que nous pensions parfois, en gagnant contre telle ou telle puissance, que nous allions régler tous les problèmes. La guerre conduite en Irak, puis en Afghanistan, les erreurs commises par le passé ont aussi conduit à faire émerger Al-Qaïda puis Daesh. Il nous faut donc aujourd'hui, en Irak comme en Syrie, l'emporter et gagner la paix. C'est une exigence de modestie, Denis Bochart, ou au contraire le fait de dire qu'il faut aller plus loin et faire ce qu'on n'a pas vraiment su faire dans le passé, c'est-à-dire véritablement du nation building, savoir accompagner un pays, passer la guerre dans la paix, construire de véritables structures étatiques. Oui, à mon avis, c'est plutôt la manifestation d'une ambition, c'est-à-dire essayer de stabiliser, d'apporter, je dirais, un peu de calme dans cette zone à haute turbulence qui est le Moyen-Orient en général et l'ensemble Irak, Syrie, Liban en particulier. Et là, d'ores et déjà, le président manifestement s'est engagé verbalement. Il l'avait déjà fait d'ailleurs lors de la conférence des ambassadeurs, mais également en action avec notamment l'épisode Hariri et sa détermination à gérer, à déminer un petit peu ce qu'avait fait MBS Mohamed Ben Salman en retenant manifestement le Premier ministre libanais et qui risquait effectivement de mettre un peu le Liban en feu, oui. Qui est un pays qui reste extrêmement fragile. Donc une diplomatie active et pas seulement une diplomatie en retrait qui laisse s'exprimer les particularismes. Active, ce qui n'empêche pas une certaine prudence, notamment en ce qui concerne l'Iran, oui. Où là, alors que effectivement le président américain multiplie les tweets un peu agressifs, il appelle effectivement à une certaine prudence, un certain calme. Et d'ailleurs, il a dialogué sur ce point avec le président Rouhani, ce qui était effectivement intéressant à noter. Caroline Galacteros. Oui, je pense qu'une diplomatie active, sans doute, pragmatique, oui. Il a aussi parlé d'en finir avec les postures morales, tout ça c'est formidable. Maintenant, là, sur le cas iranien, c'est vraiment l'occasion de montrer de quel bois on est fait. Parce que la crise actuelle, enfin pour moi en tout cas, se manifeste dans un contexte qu'on a tendance à ne pas voir, mais qui est celui d'un affaiblissement des positions américaines sur la zone Sirac et compagnie, et étendue, y compris vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, etc. C'est très compliqué pour les Américains. Et donc, on est en train d'assister à un retour de bâton. Et ce qui se passe en Iran rappelle quand même ce qui s'est passé il y a quelques années en Syrie. Je ne sais pas si... Voilà. Il y a quand même des petits voyants qui s'allument. Vous parlez des manifestations qu'on a observées dans les rues ces derniers jours. Je pense que la politique américaine, américano-britannique, bien souvent au Moyen-Orient, est quand même celle, depuis maintenant des décennies, d'une purge, en gros, décennale ou tous les 15 ans à peu près, des pétrodollars de la zone pour éviter que ça ne vienne gêner le système monétaire international. Ça, c'est quand même ce qui est derrière tout ça. Il y a les questions pétrolières et tout le reste n'est que la mise en musique. Vous pensez que ces mouvements sont suscités de l'extérieur, comme le dit l'ayatollah Khamenei ? Je ne dirais pas qu'ils sont entièrement suscité. Je dirais qu'il y a un moment, et on l'a bien senti venir avec l'Amérique de Trump et avec les pressions qui s'exercent depuis des mois, on a bien senti que l'Iran revenait dans le collimateur. On a fait en sorte que l'accord de 2015 ne puisse pas être mis en œuvre, que la levée des sanctions soit extrêmement symbolique, que donc le mécontentement social, économique et politique commence à monter. Voilà, il y a quand même si on remet les signaux, si on essaie de refaire des phrases et de relier les points les uns aux autres, les choses n'arrivent pas totalement par l'opération du Saint-Esprit, si j'ose dire. Alors s'agissant de ces mouvements de contestation en Iran, en tout cas, Emmanuel Macron, lui, s'en tient pour l'heure à dire que c'est un mouvement intérieur qui doit trouver, s'il doit trouver un aboutissement au plan intérieur, pas d'ingérence. S'agissant en revanche de l'activité balistique de l'Iran, qui est aussi un des motifs de grief des États-Unis, écoutez ce que dit le chef de l'État.
Si nous voulons faire œuvre utile pour la sécurité collective de la région, il est indispensable d'engager un dialogue, comme celui que nous avons eu sur le nucléaire avec l'Iran, pour encadrer l'activité balistique iranienne, la limiter au strict nécessaire et s'assurer qu'il n'y a aucune activité balistique de type agressif et avec des missiles de moyenne et longue portée. C'est le service minimum, ça, Isabelle Lasserre. On se contente de dire il faut y aller mollo, en gros, sur les missiles pour satisfaire à peu près les États-Unis, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de la France d'encadrer l'activité balistique iranienne? Alors écoutez, la France est le seul pays occidental avec les États-Unis à avoir souligné le côté louche, au minimum, du programme balistique iranien. Il y avait une grande et le méfiance, problème de la France, aussi que pose l'hégémonie iranienne au Moyen-Orient et notamment en Syrie et en Irak. La position d'Emmanuel Macron aujourd'hui est quand même, paraît assez maligne. Emmanuel Macron se fait en fait l'intermédiaire officieux entre Trump, qui veut en gros dégommer le régime iranien, si je peux m'exprimer ainsi, et le pouvoir iranien. Sa décision d'annuler le voyage, enfin en tout cas de reporter le voyage de Le Drian me paraît relativement sage. Dans les prochains Qui jours devait en partir Iran. demain. S'il ne l'avait pas fait, Le Drian aurait été en fait apporté, sa visite aurait été considérée comme un soutien au régime. Et vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, parce que a priori les manifestations en Iran peuvent aussi être considérées comme une espèce de printemps perse, hein, comme elle l'était oui, ou en au contraire, 2019. un mouvement attisé par les conservateurs contre les réformateurs. Ne sachant pas ce qui va se passer demain et après-demain, il a été quand même assez avisé à partir du moment où il essaye d'avoir... Emmanuel Macron veut parler à tout le monde. Okay, la diplomatie française aujourd'hui, enfin, la prudence, on parle à tout le monde et on parle à l'Arabie Saoudite. Ça définit une politique. L'équidistance, ça définit une politique. Il y a une autre chose, c'est que Emmanuel Macron, la France a été le pays le plus dur sur l'accord nucléaire iranien signé en juillet 2015. Elle a contribué à le durcir et aujourd'hui, elle s'en fait le plus fervent défenseur. Et elle a d'autant plus de légitimité qu'elle a contribué à le durcir, cet accord. Et aujourd'hui, ce qu'essaye de faire la France, c'est de sauver cet accord sur le nucléaire. Donc la position de juste milieu me paraît une position, pour l'instant, assez prudente. Sans pour autant, Denis Bochart, y adjoindre donc une des conditions en matière balistique, parce que c'est finalement ça aussi la question. La France, aujourd'hui, ne prendra pas de mesures supplémentaires envers l'Iran. Non, je ne le pense pas, mais manifestement... et se tient à l'écart aussi de ces mouvements de contestation. Absolument. Que finalement assez peu comprennent vu de l'extérieur. Et manifestement, l'idée d'encadrer le programme balistique de l'Iran est une idée qui, à mon avis, risque de tourner court assez rapidement, parce que il a été très clairement exprimé au plus haut niveau, d'ailleurs, en Iran, que ce n'était pas négociable. Ça veut dire qu'on doit laisser l'Iran continuer à faire des essais balistiques, à tester de nouveaux missiles? Ça n'est pas dans l'accord, c'est-à-dire... C'est un autre problème que l'accord, et manifestement, c'est quelque chose que, à ce stade, les Iraniens estiment non négociable, alors qu'ils acceptent de négocier sur d'autres dossiers, notamment sur la Syrie, sur la situation au Moyen-Orient en général. Mais je pense que par-delà le sauvetage de l'accord de juillet 2015, ce qui est un peu en jeu, c'est la volonté du président Trump de déstabiliser le régime. Oui. C'est une volonté très clairement exprimée de regime change, alors que la politique américaine avec Clinton et surtout avec Obama était une politique plutôt de dialogue, de rétablissement de dialogue. Mais ces manifestants, du moins ceux qui sont descendus dans la rue au départ, n'étaient pas forcément pour un adoucissement du régime dans le sens d'une plus grande... d'aller vers peut-être une démocratie au sens libéral du terme. C'était pas forcément ce qu'exprimaient les premiers manifestants ces derniers jours. Non, on leur a même prêté l'intention d'être un peu piloté pour certains par des éléments conservateurs. Oui, alors ça, moi, je ne saurais pas dire ce qu'il en est. Je pense simplement que tout ça, c'est un ensemble, c'est-à-dire la déstabilisation de l'Iran, la remise au pas de la Turquie. Vous avez vu le procès qui est en cours, dont vous avez parlé au début du journal. Le fait que Ben Salman en Arabie Saoudite, lui, j'allais dire,
prend les devants et parle de la réforme de sa société. Parce que quelle est la prochaine cible après l'Iran? Qu'est-ce que ça pourrait être l'autre cible américaine? Ça aurait pu être l'Arabie Saoudite à un certain moment. Pardonnez-moi, mais la France, elle n'a aucun... elle doit rester, bien sûr, on l'imagine, à l'écart de cela. Mais même, lorsque le président Rouhani téléphone à Emmanuel Macron et lui demande aussi d'éviter toute interférence de mouvements présents en France, on pense notamment aux Moudjahidines du peuple, est-ce que, d'abord, la France doit accepter ce type de demande d'un État extérieur? Quelle doit être la réaction française? Moi, personnellement, moi je trouve que dans le cadre de la politique justement pragmatique, intelligente, équilibrée, prudente, mais quand même avec un peu d'audace et de volonté de notre nouveau président, moi je vois pas pourquoi il a annulé la visite. Personnellement, j'y serais allée au contraire pour être à la médiation, pour être là au moment où il est important de montrer une nuance. Jean-Yves Le Drian, le mois dernier, à Riyad, avait eu des propos assez peu amènes envers l'activité régionale de l'Iran. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire il y a peut-être des dissensions internes, comme on a pu le voir sur la Syrie, notamment après la fameuse conférence de presse présidentielle, les réactions de Le Drian et derrière... La position d'Emmanuel Macron, il répète exactement les phrases sur la Syrie et sur l'Irak de Le Drian. Donc il n'y a absolument aucune dissension interne. Mais comment se fait-il? Parce qu'il est en total désaccord avec ce qu'il disait avant. Serge Mikhaïlov. Il suffit de lire les phrases derrière entièrement. je dirais, les manifestations iraniennes, il ne faut pas oublier l'immense déception des classes moyennes urbaines iraniennes devant le fait que le programme nucléaire, l'accord nucléaire, n'a pas permis de déboucher sur une libéralisation de l'économie et sur des progrès sensibles. Et je dirais, il y a une dimension économique aussi dans tous ces pays, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit en Iran, sur des modes différents, sachant qu'on a affaire à chaque fois à des régimes qui sont exclusifs, c'est-à-dire une petite partie de la société s'accapare les richesses et laisse le reste. On va y revenir dans un instant. On doit marquer une courte pause. Ce sera la deuxième partie du débat et on reprendra exactement où nous l'avons laissé. Restez avec nous.